Peut-être commencer par dire que l'utopie, pour moi, c'est avant tout un possible qui n'a pas encore été expérimenté. Envoyer une fusée sur la Lune en 1960, c'est une utopie complètement folle. On n'a pas la technique, on ne sait pas comment faire, on n'en a aucune idée. Et pourtant, 10 ans après, c'est une vieille histoire. C'est peut-être ça l'utopie, c'est se donner un objectif et essayer de l'atteindre. Les utopies que je vais vous montrer sont bien moins folles, bien moins déraisonnables que d'envoyer une fusée sur la Lune. Pour commencer, je voudrais vous dire que je me sens très mal à l'aise vis-à-vis du monde dans lequel je vis. Je suis mal à l'aise parce que quand je rencontre un enfant et que je regarde dans les yeux, je me demande qu'est-ce qu'on va lui laisser quand ce sera lui qui sera aux commandes. Un monde voué, c'est la valeur principale, c'est l'argent, cette valeur qui s'effondre en permanence. Un monde qui fonctionne, une société qui fonctionne sur la consommation, une consommation frénétique qui est boostée par la publicité pour nous faire croire que ce qui est superflu nous est indispensable avant d'aller remplir nos poubelles. Quand je croise, après le regard d'un enfant, quand je croise celui d'un animal, mon mal-être est tout aussi grand. Quand je vois à quel point on a détérioré son environnement, quand je vois le sort qu'on lui réserve, quand je vois ce que l'on fait de la biodiversité. Quand il s'agit du règne végétal, le malaise existe tout autant. Quand on voit les OGM qui progressent aussi vite que la déforestation, on se dit que le monde dans lequel on le vit est quelque chose qui est vraiment très grosse difficulté. Et c'est sans parler des changements climatiques, des guerres, de la famine, des déchets radioactifs, etc. Je vais arrêter là cette énumération et passer dans toute autre phase, celle des propositions. Il y a déjà de ça plus de 35 ans, mais non, j'avais fait ce constat et j'ai cherché à essayer de résoudre, de répondre à cette difficulté de manière positive, à me dire mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc j'ai conçu, réalisé en autoconstruction avec quelques amis et ma famille cette habitation que vous voyez là, la maison Regina. C'est une maison autosuffisante qui fonctionne avec l'énergie solaire, avec une éolienne. Je récupère l'eau de pluie pour l'alimentation de la maison. Il y a un potager biologique, il y a un verger. La maison a été en grande partie construite avec des matériaux de récupération. Et je voulais voir comment on pouvait vivre le plus possible indépendant d'une société que je me remettais fortement en cause. Pour moi, c'était important de l'expérimenter d'abord dans ma propre vie. Et la maison, tout ce qui appartient à cette maison devait appartenir à une logique différente de celle que généralement se trouve dans la plupart des maisons. Ainsi, par exemple, le mobilier a été réalisé à partir de doses de hêtres qui ne sont pas adressées. Je les ai gardées brutes parce que je trouve qu'il fallait garder ce lien avec la forêt qui se trouve juste à côté. Et puis, c'est peut-être ça le geste le plus juste, celui qui correspond le mieux à la qualité de l'environnement qui se trouve autour de nous. Quand j'ai eu fini de faire cette maison, et en même temps, la bande dessinée était pour moi l'occasion de décrire ce que pourrait être ce monde différent, comment pourrait fonctionner un village, une société, et comment peut-on mettre en scène une histoire complète qui intègre ce genre de choses. Et puis je me suis mis à rêver à un habitat idéal, une sorte de structure qui aurait poussé. Parce que c'est magnifique, quand ça a poussé, les formes qui sortent de là ont quelque chose de vivant, et puis c'est tellement intégré à l'environnement. Donc j'ai dessiné plein de structures, d'habitations
qui sont créés non pas à partir d'arbres qu'on a découpés, qu'on a réduits en parallélépipèdes rectangles, dont on a redessiné la partie vivante, comme on a fait à la période Art Nouveau, et on jetait tout ce qui dépassait. Ça me semblait pas juste, ça me semblait pas vrai de redessiner un arbre alors que l'arbre existait au départ. Donc je me suis dit, pourquoi pas planter des arbres, guider la croissance, faire des tailles, des greffes, toutes sortes de choses pour arriver à contrôler ces structures et en faire des habitations. J'ai imaginé toutes sortes de choses à partir de là, mais je voulais également être dans le concret et réaliser des choses. Donc, pour la ville de Bruxelles, j'ai essayé de planter cette première graine qui devrait faire cette cité végétale que je vais développer par la suite. Voilà un chancre à Bruxelles, un endroit laissé pour compte, qui est depuis des années est abandonné. Il y a quelques publicités qui se mettent généralement sur ces murs. Et puis, à partir de là, j'imagine ce que pourrait être une portion de nature qui vient se réimplanter au milieu de la ville et qui est ce qui nous manque tellement dans la ville, le vivant, cette qualité-là. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui est récurrent dans mon travail, c'est qu'il y a toujours cette inspiration par rapport au vivant, par rapport à ce qui se trouve dans la nature. Donc voilà, une grande cascade qui s'implante au milieu de la ville. Elle fonctionne à l'énergie solaire, c'est pas un robinet qui est ouvert et qui coule en gaspillage, c'est de l'eau qui coule à partir du toit et qui fonctionne par des capteurs solaires. Plus il y a de soleil, plus il y a d'eau qui coule. Et plus il y a de soleil, plus on a envie de voir de l'eau qui coule. L'eau est récupérée dans les toitures qui se trouvent à côté. En même temps, les amas rocheux que vous voyez là, c'est pas une nature imitée là non plus, comme faisaient les rocailleurs au début du siècle. C'est les seuls matériaux naturels de la ville, ces déchets. C'est-à-dire que c'est à partir de dalles de trottoir, des récupérations, que l'on peut créer un mur qui a cet aspect de rocher. Et pour que le projet soit complet, mais ce sont des gens qui viennent, des demandeurs d'emploi, différents qui vont réaliser cette entreprise pour que le projet écologique comporte également le volet humain. Ici, nous sommes dans un quartier de Bruxelles en 1800. Et je plante mon chevalet à cet endroit-là et je me pose cette question importante, qui est une question philosophique. C'est d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Et j'essaye d'y répondre à ma façon. C'est avant tout une question que je me pose pour moi-même. Et je reconstitue le paysage tel qu'il était il y a 200 ans. En 1900, le paysage a fortement changé, c'était un boom immobilier important, mais c'est surtout l'occasion de voir qu'une ville, c'est quelque chose qui bouge en permanence. Ici, on est en l'an 2000, un siècle entre chacun de ces passages. Le gros drame pour un architecte ou pour un peintre, pour un photographe, c'est quand il prend une photo, quelque chose d'une ville, il fige cette ville à une époque. La ville, c'est en perpétuelle mutation. Donc je vais essayer par toutes sortes de manières différentes d'essayer de donner cette dimension de quelque chose qui n'est pas statique, qui bouge, qui évolue dans le temps. Et je vais observer comment cette ville pourrait, si on fait ce que j'aimerais bien que l'on fasse dans la ville, si on commence à projeter le vivant en tant que matériau de construction dans une ville. Et je ne travaille pas seul, je travaille avec des biomiméticiens, avec Biomimicry Europa, avec qui j'imagine toutes sortes de systèmes qui peuvent permettre à la ville de vivre et de trouver des ambiances et des climats qui n'existent pas actuellement. Et on se rapproche ici, on voit que la ville, elle n'a pas été rasée. On ne fait pas une nouvelle ville comme on a conçu à une certaine période, on part de l'existant. Et on lui met, à certains endroits, une nouvelle peau, quelque chose qui respire. J'aime bien le mot peau parce que ça donne ce côté vivant. Et puis, les toitures deviennent des espaces dans lesquels on peut se promener. On retrouve un accès à l'horizon. L'horizon, c'est quelque chose de très important. On n'a plus accès à l'horizon dans nos villes. En se promenant au fond des rues, on n'a plus cette valeur, ce point de repère. Ici, en se promenant à cette hauteur-là, on a une vision de la ville qui s'ouvre sur le ciel et sur
quelque chose d'autre. C'est une ville vivante. Nous sommes des êtres vivants. La planète Terre est un vaste organisme vivant. Peut-être que l'endroit dans lequel nous devons vivre devrait être aussi réfléchi en tant qu'un vaste organisme vivant, comme le massif corallien, comme une forêt primaire, une manière d'emboîter toutes sortes d'écosystèmes l'un dans l'autre et utiliser cela comme quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Nos villes ont une vie qui est complètement limitée. Nous n'avons pas l'énergie pour continuer, on n'a pas les matières premières, on a une population trop importante, et ainsi de suite. Et on a eu tout faux en créant quelque chose, un système qui s'autodétruit par les fonctionnements qui ont été mis en place. Voilà une petite idée de ce à quoi pourrait peut-être ressembler Nantes un jour si on opte sur ce genre de positionnement, d'attitude. Et c'est à travers les moyens dont on va se déplacer dans la ville que je vais continuer à réfléchir. Quand on réfléchit à une ville, ces déplacements sont essentiels. Quand on n'aura plus d'essence, quand on ne pourra plus utiliser cette énergie en le gaspillant comme on le fait maintenant, il faudra peut-être réfléchir autrement. Et c'est toujours à partir de structures qui sont près des fonctionnements qu'on voit chez les animaux, qu'on peut peut-être trouver des solutions. Dans des engins souples, légers, qui fonctionnent avec une assistance électrique, qui nous permet un déplacement plus aisé. Mais c'est certainement beaucoup plus agréable de vivre dans une ville qui serait remplie d'engins qui fonctionneraient comme ça que les énormes bagnoles qui pèsent des tonnes, qui polluent, etc., et qui sont d'une très grande agressivité. Voilà à quoi pourrait ressembler un transport en commun. C'est un tram modulaire. Le tram, ces petits modules, sont programmés pour se mettre en convoi. Ils sont automatiques, ils prennent leur courant dans un rail central et ils ne s'arrêtent jamais. On ne s'arrête jamais que quand quelqu'un veut descendre, il va sur une voie de garage, mais l'ensemble du convoi continue. Donc il s'écarte et il y a une partie qui se met sur le côté pour que des gens puissent descendre ou y rentrer. Ces petits véhicules sont beaucoup plus légers, évidemment, et ils ne vont jamais rouler que quand ils sont pleins. Quand ils sont vides, on n'a pas besoin de les utiliser. Maintenant, nous avons des trams qui pèsent 40, 50, 60 tonnes et qui circulent avec 2-3 passagers. Ce genre de choses, je l'applique. Donc je roule avec une voiture qui pèse 200 kg, qui roule à 90 km/h. Je vais partout avec ça. Il y a un moteur électrique qui propulse le véhicule et je pédale aussi, parce que j'aime bien pédaler. Et puis ça augmente mon autonomie. Si je ne pédale pas, je peux faire 100 km avec un plein d'énergie. Bon, comme je pédale, je fais 150. Et ça m'amuse. En plus, c'est un moyen de communication formidable. Les gens m'arrêtent, ils me demandent « c'est quoi votre truc ?» Et je dis « mais vous savez, le futur, il a commencé aujourd'hui, on peut vivre autrement. » Ça me coûte entre 30 et 40 euros par an en électricité, parce que je prends mon courant dans une prise électrique. Si j'ai des capteurs solaires, ça ne me coûte plus rien. On peut continuer à réfléchir comme ça pour tout. L'exemple est toujours dans la nature. La nature, n'oublions jamais ça, c'est 3,5 milliards de recherche et développement. Tout ce qui n'est pas rentable dans la nature, ça a été abandonné, ça n'a pas été retenu. Nous n'avons pas cette sagesse. Regardez un oiseau qui vole. Vous savez, un oiseau qui vole, il dépense à poids égal 2 fois moins d'énergie que le même appareil avec une hélice. Parce que le vol à battement d'ailes est beaucoup plus rationnel que l'hélice. Alors pourquoi ne pas imaginer que nous pourrions, lorsqu'on n'aura plus d'essence, avoir des plus légers que l'air qui se déplacent par battement d'ailes. L'extrado est rempli de capteurs solaires et ces capteurs solaires alimentent des petits moteurs qui actionnent le soufflet. Bon, ce sont des engins qui ne font pas de bruit, qui ne dérangent personne, qui ne polluent pas, qui prennent l'énergie qui leur arrive dessus. Et quand il y en a 2 qui se cognent, mais c'est 2 coussins qui se rencontrent, il n'y a pas de stress. On est dans un environnement complètement différent. Et ça, c'est possible. C'est un plus léger que l'air. Donc, il est en même temps d'une toute autre nature. On n'a pas expérimenté ça parce qu'on va aller beaucoup plus vite. Mais en allant tellement vite, on n'a plus cette impression de voyager. On n'a plus le calme, la beauté qu'il peut y avoir dans un vol. Voilà une vue de Lyon
en 2100, avec la tour Crayon qui est devenue maintenant, avec ses grandes feuilles, une manière de capter l'énergie solaire, des turbines à l'intérieur pour pouvoir transformer ça en électricité. Et puis vous voyez des ornithoplannes. Et vous voyez les grandes barres d'habitation, leurs toits sont transformés en aires d'atterrissage pour ces ornithoplannes. Mais en même temps, vous voyez que l'ensemble des toitures sont devenues une sorte de paysage. Ce sont des passerelles, ce sont des façades vertes, il y a des potagers, il y a des vergers dans la ville, il y a aussi des poulaillers, etc., des pigeonniers. Il y a tout un ensemble de choses qui rend la ville en grande partie autonome en énergie. Nous ne pouvons plus faire des villes qui soient aussi dépendantes. Les exemples, je les trouve toujours dans mon environnement naturel. Ici, nous avons un exemple d'une cité qui est faite à partir de terre. Et puis, à partir de là, on peut imaginer beaucoup de cités qui fonctionnent à partir d'un élément aussi simple que la terre. Ici, nous avons une cité qui est une ville creuse à partir de cet élément de terre, mais l'arbre est surtout le moyen pour moi d'imaginer une ville qui est construite à partir d'une structure qui a poussé. L'arbre, au moment où il pousse, non seulement il ne pollue pas, mais il absorbe le CO2 qui se trouve dans l'atmosphère. Et puis, les structures des habitations peuvent donner des formes tout à fait complexes et très, très étonnantes. Ici, avec un figuier étrangleur, on peut imaginer une cité qui forme une structure très, très, très dense qui peut abriter des habitations et des familles entières. Et la dernière cité, c'est la cité des vagues, qui prend son inspiration dans un environnement côtier, va imiter ce qui se trouve directement dans le sol et sur le sable dans cet environnement-là. Alors, une cité comme ça, c'est un endroit que j'ai beaucoup dessiné et qui fait partie de choses qui ont été intégrées pour moi dans mon vécu de tous les jours. C'est-à-dire que j'habite beaucoup plus dans ce monde que dans celui dans lequel je suis aujourd'hui, puisque à force de dessiner ça, je l'ai complètement intégré. Et j'ai voulu essayer de rendre ce monde le plus agréable possible afin d'y inviter d'autres gens à venir m'y rejoindre, parce que par moments, je m'y trouve un peu seul. Donc, c'est pour moi une manière d'ouvrir une porte et pour pouvoir accueillir d'autres gens dans cette espèce d'autres possibles. Je voudrais juste terminer en ayant cette petite réflexion, en disant « le monde va de toute façon changer, c'est pas possible autrement ». Alors, nous pouvons simplement imaginer que nous allons être, ce sera grâce à nous, et à ce moment-là, ce sera vraiment un grand plaisir, ou ce sera malgré nous, et ce sera malheureusement dans le malheur. Il faudra choisir. Merci.